Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost, un épisode qui, j'en suis sûr, fera plaisir à un paquet d'entre vous, parce que le film dont on va parler aujourd'hui m'a été demandé un nombre incalculable de fois. Incalculable ? Qui ne peut être calculé. Waouh, ça doit être un chiffre colossal. Oh que oui. Genre une vingtaine, quoi. Ouais, donc c'est pas incalculable, c'est juste que t'es une merde en maths. Eh, tu dis jamais que je suis une merde en maths. Eh, tu me dis jamais ce que je dois dire. Eh, toi non plus. Eh, va te faire foutre. Putain, mais comment t'as fait ça ? J'ai simplement brisé les frontières de la réalité. Wow, c'est à la fois avant-gardiste et en même temps ça fait mal aux joues. Bon, tu veux savoir de quel film on va parler ? Volontiers. Si je te dis résiste, prouve que tu existes. Tens. Oh, joli. Ouais, c'est une petite astuce. Non, et puis c'est une super chanson aussi. Sous les lumières des stroboscopes, prouve que tu existes. Tens. Ok, alors Existence est un film anglo-franco-canadien sorti le 23 avril 1999 aux États-Unis et au Canada et réalisé par David Cronenberg et j'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'on parle d'un grand cinéaste dans l'émission. Et pour fêter ça, déjà je vous ai mis un gilet heureux dans le fond et en plus je vais m'accorder quelques minutes pour parler de lui. David Cronenberg est un cinéaste canadien qui commence sa carrière à la fin des années 60 avec Stereo et Crimes of the Future, deux films d'arrêt essai. Ensuite il enchaîne avec Shivers, un film qui lui vaudra le prix du meilleur réalisateur au Festival de Sitges en 1975. Il est un des plus célèbres cinéastes à officier dans le genre du body horror, un sous-genre du film d'horreur qui concentre ses effets sur la destruction et la dégénérescence des corps. Il est aujourd'hui considéré comme un grand cinéaste et un de ceux qui réussit le mieux à concilier cinéma d'auteur et film de genre. Il est intéressant de noter qu'Existence est le seul film écrit et réalisé par Cronenberg seul qui ne soit pas une adaptation de bouquin depuis Vidéodrome, sorti en 1983. Et le fait qu'il ait choisi de parler de jeux vidéo me réjouit au plus haut point. Donc le film nous raconte l'histoire d'une conceptrice de jeux vidéo. La plus grande créatrice de jeux de la planète est ici, en personne, avec nous. Tout sauf Ariel Dombal, tout sauf Ariel Dombal, tout sauf Ariel Dombal. Oh Dieu merci, Jennifer Jason Leigh. Du nom d'Allegra Geller qui présente son tout dernier jeu, Existence, lors du salon de jeux vidéo le plus pimp de l'histoire. Une réunion des alcooliques anonymes. Bon, je profite de ça pour vous parler de l'univers du film parce qu'il est un peu particulier. Plutôt que d'utiliser des consoles de plastique et de métal, les gamepods, comme on les appelle dans le film, sont faits de chair et de sang, doivent être plugués dans un anus artificiel à l'aide de cordons ombilicaux, et le jeu démarre quand on caresse un furoncle. Maintenant, voici la photo d'un groupe d'enfants à qui je viens de faire écouter ma dernière phrase. Qu'est-ce que c'est que cette génération ? Bon, vu que je me refuse de choquer les âmes sensibles, toutes les images un peu tendancieuses seront censurées par Charles, que voici, qui a récemment ouvert une boîte de censure d'images choquantes à Bondy dans le 93. Donc Allegra Geller se fait attaquer par un teenager révolutionnaire qui lui tire dessus avec un flingue fait d'eau de poulet et qui tire des dents. Jusqu'ici tout est normal et elle réussit à s'échapper en compagnie de Ted Beikel, stagiaire au marketing pas très courageux et interprété par Jude Law qui pète la classe parce que c'est Jude Law quoi. Il pète toujours la classe. Trouvez-moi un contre-exemple. Ils s'enfuient tous les deux et se planquent pour éviter d'éventuels tueurs. Allegra veut jouer à Existence avec Ted, mais ce dernier lui apprend qu'il n'a pas de biopore. C'est l'anus artificiel dont je vous parlais tout à l'heure. Allegra décide donc de lui en faire poser un par Willem Dafoe. Quand Willem Dafoe surjoue, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on sait que c'est un méchant. C'est écrit sur sa gueule. C'est déjà un mec qui a une tête inquiétante, donc si on lui fait jouer un chirurgien un peu fou, il y a aucune chance qu'il soit du bon côté. Dieu l'artiste, le mécano. Marrant. Donc évidemment Willem Dafoe est un sale traître et il fait poser à Ted un bioport défectueux qui fait péter le gamepod dès qu'il est branché dessus, ce qui permet aux héros de comprendre qu'un contrat a été mis sur leur tête. Willem Dafoe se fait buter et Allegra et Ted vont rejoindre Ian Holm qui joue un vendeur de ski et chirurgien de gamepod. Alors, je sais qu'Ian Holm a joué dans un paquet de super films genre Alien, Brasil ou Hamlet, mais à chaque fois que je le vois, je me dis Bilbo ! Vous pouvez vous cacher dans un des chalets aménagés. Ok Bilbo le Hongrois, je te fais confiance. Donc Bilbo le Hongrois opère le gamepod pour le réparer, ou le soigner, je sais pas comment dire ça, et il y arrive, donc Allegra reconnecte Ted au gamepod. Et si vous pensiez que le film était déjà bien barré, vous n'avez rien vu, parce que les héros se retrouvent dans Existence, le jeu. C'était magnifique. C'est normal ce genre de transition. Cette sorte de doux entrelacement d'un espace dans un autre. Ah ça c'est du Peter Molineux tout craché ça. Donc Ted et Allegra sont dans Existence et le fait que Ted soit un novice nous permet de comprendre les règles du jeu puisqu'il se les fait expliquer par Allegra. En gros, Existence est un système de jeu de réalité virtuelle et dans cet univers, les personnages sont obligés d'exécuter un certain nombre d'actions nécessaires pour faire avancer l'intrigue. Et les PNJ ne réagissent pas tant qu'on leur a pas dit la bonne phrase. Très rapidement, ils décident de se plugger à un autre gamepod dans le jeu. Ce qui veut dire qu'on va entrer dans un jeu, exactement comme la vache qui rit. Donc une fois dans le jeu, il rencontre Yevgeny Nourish, un personnage interprété par un étrange mélange entre Bronson Pinchot et Elias Koteas, qui a l'air de très bien connaître le jeu et d'essayer de les aider en leur conseillant de prendre un plat spécial au restaurant. Vous avez compris, serveur chinois.
Un plat dégueulasse avec des espèces de vieux bouts de poulet lézard visqueux à 2 têtes recouverts d'une sorte de peau translucide gluante qui dégouline de petits morceaux verdâtres. Et que Jude Law ne peut pas s'empêcher de dévorer goulûment. Il se sert des carcasses pour fabriquer un flingue et utilise les dents de son bridge comme munition. Puis il tire en pleine gueule du serveur à qui ça fait péter un morceau d'oreille. Le serveur sort un hachoir pour essayer de trancher la main de Jude Law, mais il n'arrive qu'à découper un morceau de flingue carcasse de poulet qui se met à pisser le sang. Et Jude Law réussit à tirer une deuxième balle dans le visage du serveur qui s'effondre la tronche à moitié explosée sur une table. Pause. Bon, le sosie de Casey Jones leur dit qu'ils ont bien fait de buter le serveur, mais l'information est infirmée par le vendeur de GamePod qui leur explique que Casey Jones est un traître et qu'il faut l'empêcher de nuire. Il retourne donc à son lieu de travail où Jude Law décide de marquer l'histoire du cinéma de son empreinte en balançant la phrase la plus ouf du monde. Je déteste cet endroit. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On est là tous les deux. On se déplace à tâtons, dans ce monde informe aux règles et aux objectifs totalement inconnus, apparemment indéchiffrables, voire même probablement inexistants, toujours à 2 doigts de se faire assassiner par des forces auxquelles on ne comprend rien. Et vice-versa. Après cet intense slam, nos deux héros tombent sur un GamePod en piteux état et Allegra décide de se connecter dessus. Le GamePod étant défectueux, il reste bloqué dans son bioport, j'ai l'impression de vous raconter un porno du futur, et lui fait extrêmement mal. Du coup, Ted tranche le cordon, ce qui l'a fait se vider de son sang. Ils se retrouvent tous les deux face au 3e traître du film, qui fait péter l'overacting pour l'occasion. Des spores! Non! Des spores mortels! Ils s'enfuient et sortent du jeu, mais ils se rendent compte que Bilbo avait posé un autre bioport infecté à Ted, ce qui fait de lui le 4e traître du film. Oh oui, et le vendeur de GamePod aussi, il revient. Et en fait c'était un traître, pareil. Et un peu avant, je vous l'ai pas dit, mais le premier PNJ, on le voit se faire buter, et lui aussi c'était un traître. Bilbo les confronte ensuite et leur avoue qu'il bosse pour une boîte concurrente, qu'il a volé son jeu sans qu'elle s'en aperçoive, et demande à Allegra de venir bosser avec lui. Allegra réagit en faisant ça. Et puis, vous pouvez venir avec nous aussi. Wow. Qu'est-ce que tu viens de faire? Elle vient de créer une mort super cool, mec. Je veux dire, regardez ça, nom de Dieu, c'est dingue, ça devrait entrer au panthéon des morts improbables. Il y a tout qui part en vrille. Le fait qu'il se mette soudainement à sourire alors qu'il était surpris sur le plan d'avant, le double clignement d'œil pour signifier qu'il est surpris d'avoir été buté alors qu'encore une fois il était surpris au plan d'avant, le petit cri qui défonce. Bon, ok, en VO, il est un poil moins marrant. Mais quand même un peu marrant. Mais moins marrant que ça. Donc regardez le film en VO et passez-le en VF juste pour le cri. Et cette hallucinante double chute avec le cut juste un poil en retard qui fait un contretemps, la vitesse à laquelle il tombe, nom de Dieu, Ian Holm, tu pètes la classe, mais j'ai rien compris à ce que t'as voulu exprimer. Ceci étant, ça me fait beaucoup rire. Et stop, parce qu'on approche de la fin du film, que cette fin contient pas mal de retournements de situation, donc vous connaissez la chanson, on entre en zone spoiler. Twist, faut pas regarder, tout plein de twist, faut pas regarder, si t'as déjà vu le film, tu peux regarder. Bon, à partir de ce moment-là, Allegra se retourne contre Ted et on comprend que l'intégralité du film se passait dans un jeu vidéo qui s'appelle Transcendence et qui a été programmé non pas par le personnage de Jennifer Jason Leigh, mais par celui d'Elias Pinchot. Après ça, on apprend que les deux personnages principaux, Allegra et Ted, sont en réalité des révolutionnaires qui sont venus ici pour assassiner le développeur de Transcendance. Ils y arrivent et s'en vont, seulement pour être arrêtés à l'entrée par le joueur qui incarnait le serveur et qui leur dit « Dites-moi la vérité. Nous sommes encore dans le jeu. » C'est classe, hein? Parce qu'en fait, tous les points dont je me suis moqué sarcastiquement comme un infect salopard sans cœur pendant ma critique du film sont désamorcés par le fait que tout se passait dans un jeu vidéo. Du coup, les incohérences, les articulations de récits flous et même des jeux d'acteurs un peu trop cabotins trouvent un sens et n'étaient en fait que des façons de nous faire systématiquement prendre du recul sur ce qu'on regarde. Parce que ce qu'on regarde en réalité, ce sont des acteurs, jouer des personnages de jeux vidéo. Donc non seulement je trouve ce twist de fin super cool, un peu prévisible certes, mais quand même super cool, mais en plus c'est un gros pied de nez à tous les connards de spectateurs un peu trop tatillons sur des détails anodins. Comme moi. Monsieur Marc de Burgh, vous êtes un homme bien. Twist, faut pas regarder, tout plein de twist, faut pas regarder, si t'as déjà vu le film, tu peux regarder. Voilà, Existence c'est fini, et c'était super cool. Et ce pour plusieurs raisons.
La première concerne les choix esthétiques ultra couillus, mais genre vraiment ultra couillus. C'est à peu près aux antipodes de ce que vous pourriez imaginer si on vous parlait d'un film qui se passe dans un univers de jeux vidéo. C'est l'anti-gamer en fait. Évidemment, tout repose sur cette idée géniale de faire du hardware un élément vivant et organique, et de pousser cette logique à fond en donnant concrètement vie aux jeux vidéo et à tout autre élément technologique. Je trouve que ça donne au film un super cachet, sans avoir recours aux images de synthèse. D'ailleurs, on ressent pendant tout le film une économie de moyens assez respectable. La mise en scène est très épurée, il y a quasiment aucun effet de style, ce qui encore une fois va à l'encontre de ce à quoi on pourrait s'attendre dans un film qui parle de jeux vidéo, mais en plus, ça donne au film une ambiance très particulière et assez dérangeante, vu qu'on nous montre toutes ces saloperies avec une froideur surréaliste. Je trouve ça dégoûtant. Je suis incapable de résister. En second lieu, je trouve assez impressionnant le nombre de thématiques que Cronenberg arrive à brasser dans un film aussi court. C'est un film qui parle de jeux vidéo et d'univers virtuel, certes, mais surtout, c'est un film qui sert de ça pour parler pêle-mêle de notre rapport à la réalité, de notre rapport au corps, à l'image ou encore à la religion. Par exemple, les conférences qui présentent les jeux se passent dans des églises et l'intrigue tourne autour d'une secte révolutionnaire appelée les réalistes qui s'oppose aux créateurs de mondes virtuels par fanatisme. Du coup, le jeu vidéo dans le film permet à Cronenberg de parler plus largement de création artistique, et donc de son propre statut d'auteur. Existence fait une pause! Donc c'est un très bon film, je vous le recommande, mais quoi ? Mais la politique des auteurs. La politique des auteurs est un mouvement théorique défini par François Truffaut pour les cahiers du cinéma dans les années 50. La politique des auteurs exprime en fait une idée que tout le monde a depuis intégrée, même si elle est encore critiquée par certains. Le réalisateur d'un film en est le réel auteur, au-dessus des producteurs ou du scénariste, et même du genre auquel il appartient. Cette théorie a été créée par les cahiers du cinéma qui, dans les années 50, étaient en concurrence avec Positif, une autre revue de cinéma, qui les accusait de manquer de ligne éditoriale. La politique des auteurs leur a donc permis de comprendre un film non pas juste comme une œuvre à part entière, mais aussi comme faisant partie de la filmographie de son réalisateur. Et c'est cette filmographie entière qui est l'œuvre de l'auteur. Cronenberg est un vrai auteur, avec une filmographie dense et variée à laquelle je ne pourrais jamais rendre hommage en si peu de temps. Et je pense que tous ces films méritent d'être regardés, même si j'ai un peu plus de mal avec certains, comme Stereo ou Crimes of the Future. Donc, est-ce que je vous recommande Existence ? Non, je vous recommande David Cronenberg. Existence, à froid, c'est juste un bon film, mais resitué dans la filmo de Cronenberg, ça prend tout son sens. Je vous en voudrais pas de skipper Stereo et Crimes of the Future, mais par contre, il me semble essentiel pour comprendre la démarche d'avoir au moins vu quelques films avant Existence. Le plus important étant Vidéodrome, parce que j'ai tendance à considérer Existence comme le prolongement logique de Vidéodrome. Donc voilà, je vous recommande vraiment de vous pencher sur sa filmographie, et ça vous fait un paquet de trucs cool à découvrir en plus. Par contre, faites gaffe, un certain nombre de ces films sont déconseillés aux plus jeunes, donc renseignez-vous avant. Ou alors appelez Charles. Charles Avez-vous déjà eu peur devant un film ? Vous êtes-vous déjà senti embarrassé devant une image sexuelle, violente ou dépravée ? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Faites appel à un professionnel. Charles, c'est pas moins d'1m75 d'être humain au service de votre confort de spectateur. Charles se fera un plaisir de censurer toute image tendancieuse, avec classe, élégance et un peu d'espièglerie. Mais qu'est-ce qui se passe, Karim ? Oh Gilles, y a un film choquant qui passe à la télévision. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Qui l'appelle ? Charles est disponible 24 heures sur 24, et ce dans plusieurs coloris. Là où Charles passe, les mauvaises images trépassent. Alors n'attendez plus, faites le choix Charles. Le Schwarl. Osez parler, nous sommes prêts à vous aider. Charles. Je sais plus où j'en étais, j'ai fait Bilbo, je te fais confiance. Peter Molyneux. Molyneux. Allô Peter ? Ici les Molyneux. Charles. Allez.